Les camions armés n'ont jamais fait partie du plan, ils n'ont pas été émis, ils n'étaient pas standards et ils n'ont certainement pas été conçus dans un bureau. Mais lorsque les convois ont continué à être pris en embuscade au Vietnam, sans presque aucune protection, les soldats ont commencé à construire leur propre défense sur le terrain. L'un des tournants s'est produit après une embuscade particulièrement grave en 1967. Nous reviendrons sur cette histoire dans un instant. Tout d'abord, il est important de comprendre comment les choses en sont arrivées là. À la fin des années 1960, les forces américaines au Vietnam étaient réparties sur des bases éloignées et le seul moyen de les approvisionner était par la route. Des milliers de gallons de carburant, des caisses de munitions, des pièces détachées, de la nourriture, de l'eau, tout devait être transporté dans de longs convois de camions à travers un terrain parfait pour une embuscade. Les routes étaient étroites, souvent non pavées, serpentant à travers les montagnes et la jungle dense. Des noms comme Devil's Hairpin et Death Valley n'étaient pas des exagérations. Il y avait des virages aveugles tous les quelques centaines de mètres, un feuillage épais jusqu'au bord de la route et des dizaines d'endroits où une petite équipe ennemie pouvait frapper et disparaître sans laisser de traces. Les convois n'avaient pas beaucoup de protection. Quelques jeeps équipés de mitrailleuses M60 pouvaient les accompagner, mais il n'y avait pas assez de véhicules blindés pour tout le monde. Les chars et les véhicules blindés de transport de troupes étaient nécessaires ailleurs, plus près des lignes de front, de sorte que les camions de ravitaillement étaient pour la plupart laissés à eux-mêmes. Et ce n'étaient pas des troupes de combat. La plupart des personnes dans ces convois étaient des chauffeurs. Leur mission consistait à livrer du carburant ou du matériel et non à repousser des attaques coordonnées. Mais au Vietnam, il n'y avait pas de ligne de front ni de zone de sécurité. Cela signifiait que chaque livraison comportait un risque réel. L'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong l'ont compris mieux que quiconque. Ils ont appris à exploiter les points faibles des itinéraires des convois, à attendre et à choisir leur moment avec soin. Mines, fusils sans recul, tirs automatiques, il n'a fallu que quelques minutes pour détruire un convoi entier et disparaître. Finalement, quelque chose devait changer. En septembre 1967, une embuscade a clairement montré que les conducteurs ne pouvaient pas compter sur du renfort. Ils ont donc commencé à créer les leurs. L'après-midi du 2 septembre 1967, un convoi de 39 véhicules du 8e groupe de transport quitte Playi, en direction de la ville côtière de Quy Nhon. Il venait de terminer la livraison de fournitures à la première division de cavalerie plus tôt dans la journée. Le chemin du retour était censé être routinier, mais un camion-citerne de 5000 gallons à l'arrière du convoi avait du mal à suivre, ce qui créait un écart d'environ 500 mètres de large entre les sections avant et arrière. Cela a rendu tout le convoi vulnérable. Il n'y avait que 2 jeeps avec des M60 assignés à l'escorte. Et avec les colonnes ainsi divisées, elles ne pouvaient pas couvrir les 2 extrémités. Le commandant du convoi savait que c'était un problème. Et comme il le pensait, ce n'était pas une bonne situation. Une roquette de 57 mm s'est écrasée sur la jeep de tête. C'était le début de l'embuscade. Presque instantanément, des tirs ennemis ont éclaté depuis les arbres le long de la route. AK, RPG, mines, fusils sans recul. Environ 29 camions ont été interceptés dans une zone de mise à mort de 700 mètres de long, sans couverture et avec des armes limitées. Le convoi était complètement exposé. L'un des plus grands dangers était le camion-citerne à l'arrière. Il a été directement touché et a pris feu. D'une manière ou d'une autre, il n'a pas explosé, mais c'était juste de la chance. Les véhicules en panne ont commencé à s'accumuler rapidement. Certains ont été détruits par des fusils sans recul, d'autres par des mines enterrées à l'avance et déclenchées à distance. Les soldats du convoi ont tenté de riposter, mais ils étaient sous-armés et dispersés. La plupart d'entre eux n'avaient guère plus que des armes personnelles et la puissance de feu que les jeeps d'escorte pouvaient offrir. Une compagnie de la première division de cavalerie stationnée à moins d'1 kilomètre de là s'est rapidement mobilisée. Ils sont arrivés sur les lieux environ 15 minutes après le début de l'embuscade, mais à ce moment-là, l'ennemi avait déjà disparu dans la jungle. Les conséquences ont été brutales. 9 soldats américains tués, 17 blessés et près de 30 véhicules détruits ou abandonnés.
Il n'y avait aucun doute sur ce que cela signifiait. L'ennemi avait compris comment frapper les convois durement, rapidement et sans se faire prendre. Et à moins que quelque chose ne change, cela allait continuer à se produire. À partir de ce moment-là, les équipes d'approvisionnement ont commencé à faire ce que l'armée n'avait pas fait, à savoir armer et protéger elles-mêmes leurs camions. Après l'embuscade de Pléi, personne dans les unités de transport ne s'attendait à ce que l'aide arrive à temps. Alors, ils ont arrêté d'attendre. La première étape consistait à déterminer comment ajouter une certaine protection. La plupart des camions de transport étaient à des M35 de 2 tonnes et demie, des transporteurs de base sans blindage. Les équipes ont commencé par tapisser les plateformes des camions de sacs de sable et de feuilles de contreplaqué. C'était mieux que rien, mais pas de beaucoup. Les sacs de sable ont été trempés par la pluie, se sont transformés en poids morts et ont surchargé la suspension. Les camions sont devenus plus difficiles à diriger, plus lents à freiner et parfois le poids supplémentaire a même cassé les essieux. L'idée suivante était de souder des plaques d'acier, une véritable armure. Le problème était que l'acier n'était pas facile à trouver. Alors les équipes ont fait preuve de créativité. Si une autre unité disposait de matériel de rechange, il pourrait disparaître du jour au lendemain. Parfois, ce n'était même pas de la rechange, c'était juste pris. Personne n'a vraiment posé de questions. Si cela signifiait survivre au prochain convoi, c'était suffisant. Ils ont commencé à construire ce qui est devenu connu sous le nom de gunbox. 4 parois en acier soudées autour de la plateforme de chargement suffisamment haute pour offrir une couverture aux artilleurs à l'intérieur. Certaines conceptions ont ajouté une deuxième couche d'acier avec un espace entre elles, ce qui a permis de réduire les dégâts causés par les explosifs et les obus perforants. Le compartiment moteur, le réservoir de carburant et le plancher de la cabine ont également été renforcés, offrant aux conducteurs au moins une certaine protection contre les mines. Finalement, les camions M 54 5 tonnes plus lourds sont devenus la plateforme préférée. Ils pouvaient supporter plus de poids et plus de puissance de feu sans s'effondrer. Les camions à benne basculante M51 ont également été utilisés. Et puis quelqu'un a eu une idée qui semblait ridicule, mais qui a fonctionné. Ils ont monté la coque blindée d'un véhicule blindé de transport de troupes M113 endommagé à l'arrière d'un camion. Ils ont démonté le moteur et les chenilles, ont juste gardé la coque blindée et l'ont boulonné. Cela offrait à l'équipage une meilleure protection et une plateforme solide pour monter des armes. Mais ce n'était pas parfait. Le poids supplémentaire a rendu le camion trop lourd et il se comportait mal, surtout sur un terrain accidenté ou dans des virages serrés. Pourtant, dans un échange de tirs, le compromis en valait la peine. Quant aux armes, elles ont également continué à évoluer. Tout a commencé avec des M60, un ou deux sur un support pivotant, suffisant pour riposter. Mais bientôt, les équipages ajoutèrent des mitrailleuses de calibre 50. Certains camions en avaient 2 ou 3. D'autres sont allés encore plus loin en installant le support M45 Maxon, utilisé à l'origine pour la défense anti-aérienne. Il contenait 4 calibres 50 et pouvait tirer environ 2000 cartouches par minute. Lorsque cette chose s'est ouverte lors d'une embuscade, elle a tout fermé devant elle. Certains équipages ont monté des miniguns M134. Un camion célèbre, appelé Pure Hell, avait une version à manivelle. Pas de moteur électrique comme le vieux canon Gatling des années 1800. Cela semblait étrange, mais cela a fonctionné. Les camions transportaient d'énormes quantités de munitions, des milliers de cartouches pour chaque arme. Ils disposaient également de lance-grenades, d'armes anti-chars légères et de piles de grenades à main. De plus, de nombreux équipages ont apporté des armes plus anciennes auxquelles ils faisaient de davantage confiance que les fusils standards. Barres de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, Thompson M1 Garand et même des AK-47 capturés. Les équipages ont donné à leurs camions des noms uniques et créatifs comme l'Intouchable, Brutus, les Misfits, Eve of Destruction. Ils ont été construits à la main et les équipages leur ont fait confiance. Si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci, ou voir une vidéo complète dans laquelle nous approfondissons l'histoire des camions armés, n'hésitez pas à vous abonner, il y en aura bientôt plus.